on va commencer. Merci tout le monde, merci d'être ici. On a très hâte de commencer les discussions un peu plus techniques avec vous cet après-midi sur les cibles du cadre mondial. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel Lévesque, je travaille au ministère des Relations internationales et de la francophonie et je n'aime pas prendre la parole en public, donc je vous remercie d'avance, mais je suis très heureuse par contre d'être ici. C'est pour ça que j'ai accepté. Et je suis avec ma chère co-facilitatrice Awa de la FAO, avec qui on va former un duo cet après-midi, mais aussi dans la vraie vie grâce au projet SAGA avec le Québec et la FAO. Donc, on est très, très heureuse et on remercie aussi nos chers panélistes d'être avec nous cet après-midi. À vous tous pour votre présence. Au nom du ministère des Relations internationales, on est très heureux et très fiers de voir la réalisation de ce colloque avec l'Université Laval, le colloque Agriculture, Biodiversité et Sécurité alimentaire. Moi, j'ai commencé mon mandat au ministère avec la réalisation du premier colloque sur la sécurité alimentaire, les changements climatiques et la nutrition avec la FAO en 2017 à Québec. C'était le premier événement qu'on faisait et il a mené à des très belles collaborations, des projets porteurs, des échanges concrets, des avancées dans le milieu du climat et de l'agriculture. Donc, je suis vraiment confiante de qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans les 3 prochains jours peut réellement être porteur et peut réellement être un vecteur et une voie pour renforcer le bris des silos entre l'agriculture, la biodiversité et la sécurité alimentaire. On a eu beaucoup d'échanges depuis ce matin qui ont servi à mettre la table. Donc, beaucoup de conférences introductives. On a entendu la voix des agriculteurs, on a entendu la voix de gens qui travaillent aussi dans le milieu de l'environnement. On a eu des présentations très intéressantes de la FAO et du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique pour venir mettre la table. Et là, je pense qu'on est tous prêts, en fait, à commencer la partie préférée, qui est vraiment d'aller dans des échanges plus techniques sur les cibles du cadre mondial Kunming-Montréal qui traite plus particulièrement d'agriculture, puis de réfléchir ensemble aux faits, aux actions, aux exemples, aux défis, aux solutions, aux moyens de mise en œuvre. Donc, la session vraiment ici cet après-midi, c'est sur la résilience des exploitations et systèmes de production agricole face au changement climatique. Donc, elle focus spécifiquement sur la cible 8 du cadre mondial. La cible 8 du cadre mondial, je vais vous la lire une fois pour qu'on l'ait tous en tête. Donc, c'est atténuer les effets des changements climatiques et de l'acidification des océans sur la biodiversité et renforcer la résilience de celle-ci grâce à des mesures d'atténuation et d'adaptation, ainsi qu'à des mesures de réduction de risques de catastrophes naturelles, y compris au moyen de solutions fondées sur la nature et ou d'approches écosystémiques, en réduisant au minimum toute incidence négative et en favorisant les retombées positives de l'action climatique sur la biodiversité. Donc, vous avez tous compris de quoi on va parler cet après-midi, mais vraiment, c'est beaucoup de mots, beaucoup de termes pour dire qu'on va parler, en fait, des liens, c'est une cible qui traite là, des changements climatiques et de biodiversité. Donc, cet après-midi, on a les objectifs suivants. On veut identifier des exemples concrets de pratiques, d'approches, d'outils et d'instruments qui favorisent l'intégration des actions climatiques pour la biodiversité dans le secteur agricole. Je suis sûre que vous avez tous, et surtout nos distingués panélistes, des excellents exemples à venir mettre de l'avant. Et on veut identifier des recommandations concrètes sur les moyens de mise en œuvre dans le cadre mondial Kunming-Montréal que nous allons intégrer, en fait, dans la feuille de route de cet événement international qui sera, en fait, le véhicule avec lequel on ira porter nos recommandations très concrètes pour la suite des choses. Donc, la séance de cet après-midi va débuter par une table ronde avec notre distingué panel d'experts. Ensuite, on va mettre toute votre expertise à vous également à profit. On va avoir une séance de travail avec les tables rondes dans lesquelles vous êtes assises et où les panélistes viendront vous rejoindre. On pourra à ce moment-là répondre à des questions plus techniques ensemble. On aura un retour, en fait, en séance, une période d'échange avec le panéliste.
tout ça en, en 1 heure et quelques. Et après, je vous promets, on s'en va au cocktail pour pouvoir continuer de faire les échanges. Donc, c'est vraiment, on a besoin de notre matière grise, mais la journée progresse très bien. Donc, voilà. Donc, je m'arrête maintenant pour laisser le plus de temps possible à nos panélistes. Puis, je vais laisser Awa prendre la relève. Merci beaucoup Rachel pour cette introduction. Donc sans plus tarder, on est sur du concret, donc depuis tout le début de cet événement. On va demander à nos panélistes de nous présenter rapidement des exemples concrets qui ont permis de minimiser l'effet des changements climatiques dans les agroécosystèmes et en nous faisant aussi un lien avec leur potentiel de mise à l'échelle. Pourquoi cet exemple est pertinent? Comment pensez-vous que cela peut être mis à l'échelle? Donc je vais commencer par Myriam. Si vous voulez aussi bien vous présenter avant d'intervenir, ce serait apprécié. Merci. Bonjour, je m'appelle Myriam Nobre et je viens du Brésil. Donc, je remercie l'invitation et la patience d'écouter mon français tordu. Je vous parle de l'expérience des communautés afrodescendantes au Brésil, les quilombos. Et les femmes quilombolas sont organisées dans un réseau au Vale do Ribeira, où je travaille, que c'est une région des forêts atlantiques. Et ces femmes font partie d'un réseau d'agricultrices et quilombolas qui font partie du mouvement féministe et du mouvement agroécologique au Brésil. Ces femmes-là, elles ont beaucoup d'expérience. Et donc, quand je parle de technique, je parle d'une technique ancestrale qu'elles connaissent bien, quels sont les moments qui, dans les forêts, il y a des aliments pour les animaux. Donc, c'est les moments où elles peuvent avoir son cultive dans sa plénitude parce que les animaux ont de quoi manger à la forêt. Mais c'est ça qui change beaucoup à ce moment-là avec les changements climatiques. Donc les animaux sont affamés, ils viennent sur leur récolte. Donc la décision qu'elles ont, c'est de garder l'activité en tant qu'agricultrice, de cultiver, mais le faire au niveau des communautés. Parce que si elles les font toutes seules, les oiseaux vont tout manger, le riz. Mais en même temps, elle les connaît qu'il y a de riz, qu'il y a des variétés, que ce sont les oiseaux qui les ont apportés. Donc, ces partenaires qu'elles ont en lien de parfois être un peu dessus, mais aussi de le reconnaître et d'être responsable pour garder cette biodiversité. Donc, l'effet, c'est que c'est très important d'avoir les communautés fortes et organisées. Et pour cela, il y a 3 points d'attention. Un point d'attention, c'est vraiment d'assurer leurs droits à leur territoire, parce que dans ces quilombos, ce n'est pas encore reconnu. Au Brésil, on a plus de 6000 quilombos reconnus, mais pas que leur territoire est déjà réglé au niveau foncier. Donc ça, c'est le premier point d'attention. Le deuxième point d'attention, c'est toutes ces politiques d'économie verte, ces programmes qui ont comme cible les individus, même pas les familles, et qui, quand on arrive aux communautés, créent même des conflits et mettent des questions, par exemple, de créer une nouvelle association pour avoir une association qui est conforme au projet d'économie verte. Et le troisième point d'attention, c'est que parfois on écoute qui parle des inégalités de genre et de renforcer les femmes. C'est contradictoire avec le renforcement de la communauté, et c'est justement le contraire. Le fait que la communauté a des femmes très fortes renforce vraiment les communautés. Il y a un outil qu'on utilise là-bas, qu'on a appris avec les femmes du Cerrado, que j'ai pris ici, c'est Savannah, c'est l'utilisation des protocoles bioculturels comme un outil pour refaire, pour renouveler les accords communs dans les communautés, y compris sur le moment reconnaître le temps de la nature et avoir un rapport avec la nature respectueux du temps qui ne soit pas pressé par l'économie des marchés et tous ces programmes qui ont une autre logique économique différente des logiques économiques et politiques et culturelles des femmes quilombolas. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Donc, nous allons donner la parole à Mélanie. Je te rassure, Myriam, ton français est très bon. Bonjour à toutes et à tous. Mélanie Morel, chargée de programme à UPA Développement International. Je suis aussi agronome dans la vie. Je vais vous présenter une initiative qu'on a mise en œuvre pour la première fois au Sénégal. Tout d'abord, UPADI, UPA Développement International, est une organisation sœur issue de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec. Donc, nos valeurs sont vraiment ancrées dans l'agriculture et l'agroalimentaire.
UPADI, notre mission, c'est de soutenir l'agriculture familiale comme modèle durable, d'agriculture durable. Puis, comment on fait ça? Bien, c'est en soutenant des organisations professionnelles agricoles à développer leur agriculture, mais aussi à mettre sur pied des services collectifs forts. Donc, on est dans plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, Amérique latine, aussi en Asie maintenant, puis déjà depuis 30 ans. On a aussi nos partenaires en général, c'est des partenaires de longue durée qu'on accompagne là, depuis plusieurs années. Donc, en parlant du Québec, en fait, l'initiative que je vais vous présenter est vraiment inspirée de ce qui se fait déjà au Québec depuis des décennies. Le Québec, les producteurs d'ici sont vraiment reconnus pour être des gens qui innovent, qui n'ont pas peur d'essayer des choses. On dit qu'on apprend de nos erreurs. Donc, moi, je veux parler des clubs conseils en agro-environnement qui sont là depuis longtemps. On s'est dit à UPADI, si ça marche au Québec, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ailleurs dans les organisations qu'on accompagne? Alors, on a essayé au Sénégal en premier lieu, dans le projet Sagan, justement, dont on parlait tout à l'heure. Ces 3 clubs qu'on a mis sur pied, qui fonctionnent toujours aujourd'hui. On en a mis 4 autres sur pied dans le cadre d'un autre projet qui s'appelait Décalsouf, qui veut dire redonner vie à la terre. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 7 clubs qui roulent au Sénégal. Il y en aura 3 nouveaux bientôt. Puis, il y en a 3 qui sont en démarrage au Bénin. Donc, au niveau du potentiel de réplicabilité, on voit que c'est possible. Un club conseil, bien, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être ce que c'est un club conseil, c'est un regroupement de producteurs et de productrices agricoles logés au sein d'une organisation professionnelle agricole. Ce club conseil-là, ces producteurs-là, productrices, sont appuyés par une équipe technique au Sénégal. Elles sont constituées d'un technicien ou d'un agronome, appuyés par 2 paysans formateurs, comme on appelle au Sénégal, qui sont là pour vulgariser, enseigner, former les producteurs et les productrices. Puis, le but de ces clubs-là, bien, c'est vraiment de travailler ensemble pour apprendre, pour co-créer, pour expérimenter et partager, diffuser. Parce que on le voit, lorsque les producteurs essaient dans leur parcelle pilote de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, ça fait jaser dans le village. Alors, les gens viennent voir, puis ils veulent répliquer, ils veulent connaître. Fait que ça fait en sorte que ces bonnes pratiques-là se répandent. Les objectifs visés du club, bien, c'était de renforcer les capacités. On a livré avec les organisations professionnelles là-bas 8 modules de formation selon les besoins qui avaient été déterminés ou exprimés par les producteurs. Ça passe du compostage à l'agrométéorologie, aussi toutes les bonnes pratiques de conservation du sol et de l'eau. C'est très, très diversifié. Puis l'autre objectif aussi du club, c'était de renforcer les groupements paysans à mettre sur pied des services collectifs, des services conseils collectifs diversifiés selon les besoins des producteurs. Plusieurs co-bénéfices. En fait, qu'est-ce que ça donne tout ça? On s'est aperçu que du point de vue économique, bien, on a vu des rendements augmenter. On a aussi vu des réductions des dépenses par le fait même parce que c'est pas compliqué, hein, rehausser la biodiversité quand on y pense. Il faut juste revenir à la base. Puis le meilleur exemple de ça que je peux te donner, c'est la même chose ici au Québec. Dans le temps de mes parents, de mes grands-parents, tout le monde faisait du compost à la maison. Avec le temps, ça s'est perdu. On perd la base, on oublie d'où on vient souvent. C'était la même chose au Sénégal. Les gens ne faisaient plus de compostage. Alors là, les équipes là-bas se sont mis à parler du compost, qu'on devrait réapprendre à faire du compost, que c'était bénéfique, qu'on pouvait utiliser les ressources locales, ça ne coûtait pas grand-chose, que ça pouvait rehausser la fertilité des sols parce que c'est vraiment un gros problème au Sénégal. La première année, il y avait beaucoup de réticence. Je dois l'avouer, là, les équipes en parlaient, disaient « Venez voir, c'est pas compliqué ». Puis, mais il y a eu juste quelques producteurs vraiment plus dynamiques qui se sont dit « Moi, je vais essayer, je vais essayer ». Puis ça a marché. Puis là, les autres venaient voir « Ah, hey, mon Dieu, il y a des beaux rendements, son champ est beau, wow, ça donne des résultats ». Fait que, on monte par l'exemple. Hein. Fait qu'ils ont vu que ça fonctionnait, alors les autres années, les autres producteurs du club se sont mis à copier, à faire la même chose, puis maintenant, c'est vraiment répandu. Dans les clubs, tous les producteurs productrices font du compost,
Puis même, là, c'est rendu que ça se multiplie dans les villages avoisinants. Au niveau environnemental, réduction des intrants chimiques, certainement. Si les gens se mettent à faire du compost, bien, on délaisse les engrais chimiques. On a vu une amélioration de la santé des sols parce qu'on a pris des analyses de sol avant le démarrage du projet, puis en cours de route. Fait qu'on a pu comparer, en fait, au niveau des échantillons, les différences. Aussi, au niveau social, on a vu, avec toutes les formations, on a vu l'émancipation de plusieurs femmes, en fait, parce que dans les clubs conseils en santé des sols ou les clubs climat, comme on les appelle maintenant, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes, et on inclut aussi la moitié de jeunes là-dedans, parce qu'on veut intégrer les jeunes de la relève. On entendait parler tout à l'heure Martin Caron et d'autres intervenants qui disaient que c'est difficile, hein, la profession d'agriculteur n'est pas valorisée. Bien, c'est la même chose au Sénégal. Donc, on s'est dit qu'on voulait intéresser les jeunes. Ils sont inclus dans les clubs. Grand potentiel de mise à l'échelle. Est-ce qu'il me reste du temps? Rapidement. Quand on commence à en parler, on n'arrêterait pas. Mais en fait, grand potentiel de mise à l'échelle, ça se fait au Québec. On l'a transporté au Sénégal. Ça fait encore des petits. C'est rendu au Bénin maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Peut-être juste quelques petites contraintes, puis c'est peut-être des choses qui pourraient nous faire réfléchir. On sait qu'au Québec, les clubs agro-environnementaux sont subventionnés par l'État. Il y a une contribution de l'État, ce qui n'est vraiment pas le cas au Sénégal. Puis ça, c'est quand même un frein à la pérennité de ces clubs-là. On est à réfléchir. Déjà des petites solutions qui ont été mises en place au sein de quelques organisations professionnelles agricoles, mais c'est vraiment un des nerfs de la guerre là, pour la pérennité des clubs. Merci beaucoup, Mélanie. On va continuer la discussion autour des travaux de groupe plus tard. Donc, merci. Je vais passer la parole à Abou. Bonjour. Oui, merci Awa. Moi, c'est Abouba. Je suis conseiller en environnement et adaptation au changement climatique à l'ONG Sokodevi. Je suis basé au bureau du Sénégal en appui à quelques projets de Sokodevi en Afrique de l'Ouest. À mes heures perdues, je suis enseignant-chercheur, également auteur de quelques articles scientifiques parlant d'agroécologie, d'agriculture urbaine, de système alimentaire durable, mais également de l'analyse de l'évolution et de l'impact de l'érosion côtière au Sénégal. L'exemple que j'ai choisi de discuter avec vous, c'est vraiment montrer comment Sokodevi, c'est une ONG québécoise créée depuis 1985, créée par les coopératives québécoises pour montrer leur engagement à travers à aider les autres communautés dans le monde. Et nous, notre approche, c'est vraiment par les coopératives. Et l'expérience, c'est à partir de l'assurance agricole. À partir de l'assurance agricole, comment on peut appuyer et amener des avantages pour la biodiversité. Ce qu'on a fait au Sénégal, dans le sud du Sénégal, dans les régions de Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et la région de Tambacounda, c'est qu'on a travaillé avec la Caisse nationale d'assurance agricole du Sénégal, avec les groupements, les COP dans le sud du pays, pour voir comment les appuyer pour aller à une autonomisation économique, à une résilience de ces communautés-là, de ces ménages agricoles. Maintenant, le but, c'est qu'en faisant ça, on constate que l'assurance agricole, c'est quelque chose de très difficile à gérer, surtout dans des pays qui sont exposés à beaucoup de vulnérabilité. Et il n'y avait pas également un type de culture identifiée, des itinéraires identifiés pour permettre au service qu'on veut assurer d'avoir quelque chose de très clair. Sinon, ça devient difficile pour l'assureur. Et maintenant, l'approche a été de combiner ça, de travailler avec déjà les chercheurs, les agronomes, les universitaires, mais également à travailler avec la Caisse nationale d'assurance agricole pour qu'elle puisse adapter son offre de services d'assurance à ce que font les populations là. Mais d'abord, il fallait identifier les États. Donc, avant, il y avait dans toutes ces 4 régions-là des cadres de concertation qui regroupaient le monde du développement, mais qui ne se parlaient pas. Et chaque producteur, chaque groupe paysan, chaque lobby faisait ces types de cultures comme il voulait. Donc, les premiers cadres de concertation ont permis d'identifier pour chaque région des itinéraires techniques climato-intelligents adaptés au changement climatique, adaptés au contexte climatique de cette région-là, et enfin
proposer ça à la Caisse nationale d'assurance agricole pour qu'elle développe un modèle de service d'assurance agricole. Parce que quand la pluviométrie n'est pas régulière, quand on peut être du jour au lendemain, on peut perdre sa récolte, ça devient difficile donc de parler de résilience. Et maintenant, après avoir participé à ça, les 4 régions ont été regroupées pour identifier que c'est la même région agroécologique, identifier, harmoniser les itinéraires techniques climato-intelligents faits pour cette région-là. Et maintenant, ça a permis à la Caisse nationale d'assurance agricole du Sénégal de dire, moi, à partir de ces itinéraires techniques, je propose des services agricoles comme ça. Et ça va permettre à vous avez de l'assurance sur votre récolte, vous avez de l'assurance sur plein de choses. Maintenant, sur le côté mise à l'échelle, ça permet que ça peut être dupliqué partout dans le Sénégal. Le Sénégal est divisé en 4 grandes régions agroécologiques, mais ça se fait que dans le sud du pays. Et dans le sud, alors que la plus grande partie agricole, elle est dans le nord, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et premièrement, ça apporte une chose, ça permet que en amont, il y a les itinéraires techniques là, on va former les populations et Socodevi, grâce à son approche coopérative, il y a ce qu'on appelle les champs écoles Socodevi. À travers ces champs écoles là, on forme les populations, les producteurs et productrices dans les bonnes pratiques agricoles qui ne nuisent pas l'écosystème dans lequel ces populations travaillent là. Et les défis, tournent autour vraiment du fait que la Caisse nationale agricole du Sénégal, elle est supportée par l'État, elle est une société parapublique, et l'assurance coûte cher. Donc, il faut vraiment une politique nationale qui accompagne ce processus d'assurance agricole-là, mais qui prend en compte, depuis le début, l'aspiration, les besoins des communautés, mais également les réalités agroécologiques de ces zones-là. In fine, actuellement, le projet est à sa 3e année. Et ce qu'on a constaté, on voit que toutes les populations membres des COP qui travaillent avec le projet ont assimilé des bonnes pratiques qui leur permettent de véhiculer, d'être des porteurs de plaidoyer auprès des communautés pour les bonnes pratiques agricoles, pour ne pas détruire et préserver l'environnement dans lequel ces populations-là vivent. Et en dernier lieu, c'est que l'objectif en tout, c'est de permettre à ces populations-là d'avoir des revenus décents. Et le fait d'adopter ces bonnes pratiques, le fait d'adopter de nouveaux itinéraires techniques climato-intelligents leur permettent de pouvoir s'assurer, et en cas où on est dans la zone du Sahel, une catastrophe peut arriver, et au moins ils ont l'assurance de ne pas perdre autant de revenus pour cela. Merci beaucoup à vous. Donc on va passer à Yasmina. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Moi, je suis généticienne, ingénieure agronome, et je suis également porte-parole du département de l'agriculture marocain pour tout ce qui est biodiversité et ressources phytogénétiques liées à l'alimentation et l'agriculture. Je vais vous parler de la stratégie marocaine nationale donc pour répondre à cette question. Et je commencerai par la phase de 10 années qui s'est déroulée entre 2010 et 2020 et dont la stratégie était nommée le plan Maroc vert. Il a contribué à améliorer la compétitivité de l'agriculture marocaine d'une manière drastique parce que ça a changé complètement la vision qui était tellement traditionnelle, une vision très locale, jusqu'à une ouverture vers tout ce qui se passe à l'échelle internationale. Donc, une des mesures concrètes mises en place pour atteindre les objectifs de développement durable de l'agriculture en alignement avec le cadre mondial de la biodiversité, c'est l'agriculture circulaire. Elle a été intégrée à l'actuelle stratégie nationale qui est baptisée la génération verte, ou Green Generation, et qui est aussi mise en place pour 10 années, de 2021 jusqu'à 2030. Elle vise à optimiser l'utilisation des ressources qui sont disponibles et à les réinjecter dans le circuit de production. Donc, cette stratégie recommande d'analyser les changements climatiques à venir pour caractériser les futurs modes de production et mettre en œuvre selon les territoires, c'est-à-dire les différentes régions du Maroc qui ont un climat qui est différent, qui n'est pas le même, puisque nous avons
du désert jusqu'aux zones qui connaissent une bonne période de neige. Bien sûr, ce n'est pas comme le Canada, mais il y a quand même de la neige dans les montagnes. La mise en valeur des services écosystémiques favorise aussi la résilience des populations agricoles, qui est très important parce que sans agriculteurs, il n'y a pas de production, et sans production, on n'arriverait jamais à la sécurité alimentaire ni à garder la biodiversité pour les générations à venir. Donc, il y a la résilience de ces populations dans les zones qui souffrent ou dans les zones précaires, et la révision de la vocation des terres agricoles, c'est-à-dire le changement des plantations qui vont donner vers des plantations qui vont donner une bonne production meilleure que celle qui était utilisée par les agriculteurs dans le temps. Et ça, c'est pour l'ensemble des exploitations à l'échelle nationale. Donc la valorisation, il y a la valorisation des déchets agricoles verts, qui est un exemple d'agriculture circulaire. La gestion des sous-produits, tels que les produits, par exemple, oléicoles, parce qu'on est un producteur de l'huile d'olive, qui est appuyé sur la mise en place d'unités de valorisation donc dans les différentes régions pour tirer bénéfice de la production, mais aussi des sous-produits qui généralement étaient jetés et gaspillés. Donc, le Maroc dispose de ressources pour exploiter au mieux sa production agricole. Il y a aussi la réduction du gaspillage, la valorisation des déchets qui sont inévitables pour une agriculture saine, évolutive et propre. Il y a toutefois plusieurs défis substantiels à relever, dont je citerai quelques-uns. Le Maroc a fait face à 6 années de sécheresse consécutive avec une forte réduction de précipitations, presque 67% par rapport à la moyenne saisonnière habituelle, ce qui a impacté énormément l'agriculture. Les barrages qui sont source de l'irrigation n'ont été remplis qu'à presque 20% et ont nécessité des mesures immédiates pour garantir l'irrigation, mais aussi l'eau pour les boissons, pour le bétail aussi. Le gouvernement a donc adopté des solutions pour répondre à cette crise par une stratégie de dessalement de l'eau de mer et ainsi la construction de nouvelles stations de dessalement, dont 7 seront construites d'ici 2027, pour diversifier les ressources en eau et pas être totalement dépendant de la pluie, pour garantir la stabilité des agriculteurs et des éleveurs, surtout dans les zones arides, dont l'impact de la sécheresse est très fort. Donc, c'est ainsi que le Maroc poursuit sa voie vers une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, adaptée aux défis mondiaux de la biodiversité et du changement climatique, en harmonie avec les objectifs mondiaux de préservation et d'action contre les changements climatiques. Donc, les partenariats internationaux restent une voie incontournable vers une planète vivable et une biodiversité assurée pour les générations futures. Et merci. Merci beaucoup, Yasmina. Je vais passer la parole à Julie. Oui, bonjour. Julie Lafortune, je suis de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique et de la Chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité. Merci. Oui, bon, donc la Chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes. Puis aujourd'hui, je vous parle d'un projet de recherche qu'on mène depuis déjà presque 2 ans en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles, le Jour de la Terre Canada, nous, l'Université du Québec en Outaouais, qui rassemble plusieurs professionnels de recherche et étudiants là, de notre laboratoire, mais aussi de laboratoires d'autres professeurs à l'UQO et de la firme Habitat. Donc, c'est le projet Demain la forêt, infrastructure verte. C'est un projet, en fait, qui est sur la valorisation des coulées agricoles au Québec. C'est un projet qui a été financé par le gouvernement du Québec, notamment dans le cadre du Plan pour une économie verte.
Et donc, c'est un projet qui vise la restauration et le reboisement des coulées agricoles. Donc, les coulées agricoles, c'est des terrains qui sont en pente plutôt accentuée, qui sont en friche et qui sont non cultivables, qui sont souvent aussi à proximité de cours d'eau et qui donc offrent un potentiel intéressant pour des projets d'afforestation. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de pouvoir étudier quel est le potentiel de ce type d'initiative au niveau de la séquestration carbone, mais aussi au niveau de tous les autres co-bénéfices, notamment au niveau, par exemple, de la limitation de l'exportation de l'azote et du phosphore vers les cours d'eau, la réduction de l'érosion, l'atténuation de l'établissement et la prolifération d'espèces exotiques envahissantes, par exemple. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, un vaste projet là, qui combine à la fois des projets pilotes. Donc, on vise à reboiser, revaloriser 80 hectares de coulées agricoles au Québec. Donc, il y a tous ces projets pilotes-là qui ensuite sont étudiés par les équipes de recherche. Il y a différents aspects qui sont analysés à la fois au point de vue environnemental, mais aussi au niveau socio-économique et législatif. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir évaluer l'impact qu'ont la mise en place de ces infrastructures-là pour atténuer les changements climatiques, mais aussi les autres co-bénéfices, comme je le mentionnais. Aussi, d'étudier l'adaptation des milieux aménagés face aux changements climatiques et aux aléas climatiques actuels et futurs. De déterminer quels sont les facteurs aussi de pérennité, en fait, d'implantation et de pérennité là, de ces aménagements-là. Afin d'être en mesure de pouvoir adapter là, les protocoles d'afforestation et puis de calculer, de voir aussi un peu au niveau des outils économiques puis de l'analyse coût-bénéfice, là, quel est le potentiel de mise à l'échelle là, et de financement de ce type d'initiative-là. Donc, on réalise ce projet-là à travers plusieurs activités. Il y a différents... pourquoi c'était intéressant de parler de cette initiative-là aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a plusieurs défis, contraintes et opportunités par rapport à ce type d'initiative quand on sait que l'agroforesterie représente quand même un potentiel important là, au niveau de la lutte au changement climatique et du déclin de la biodiversité, mais on se rend compte qu'il y a quand même un manque au niveau des données empiriques sur l'efficacité de ce type de solution fondée sur la nature, notamment en contexte biophysique au Québec. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir étudier, en fait, de voir quels sont les impacts réels à différents niveaux de ces aménagements-là, puis quels sont de tester différents protocoles expérimentaux aussi pour pouvoir voir quels sont en fait les meilleurs protocoles à pouvoir, les meilleures stratégies en fait de plantation à pouvoir mettre en place dans différents contextes environnementaux, par exemple, à travers le Québec, puis de pouvoir en mesurer les impacts. Donc, on a vraiment toute une série d'activités qui sont réalisées par tous les partenaires là, en collaboration pour pouvoir s'assurer d'avoir les éléments clés pour pouvoir éventuellement effectuer une mise à l'échelle de ce type d'initiative. Donc, on a par exemple tout un protocole au niveau de l'identification puis la priorisation des coulées à travers le Québec. Donc, vraiment toute une méthodologie qui a été développée, un outil de cartographie. On fait aussi différents protocoles de plantation avec des plantations qui sont diversifiées au niveau spécifique et fonctionnel puis qui sont adaptées à leur environnement, donc pour voir lesquels réagissent le mieux puis offrent le meilleur potentiel en fait de séquestration, stockage carbone et autres co-bénéfices. On va ensuite de ça aussi évaluer la valeur de ces services. On va quantifier d'abord ces services écosystémiques-là, mais aussi évaluer en fait monétairement ce que ça peut représenter. On va également étudier tout ce qui est les leviers économiques et autres outils financiers pour voir, parce que là, comme je le mentionnais, ce projet-là est financé par le gouvernement, mais l'objectif éventuellement, ce serait de voir comment est-ce que ce type d'initiative-là peut mobiliser d'autres types de capitaux et être répliqué à plus grande échelle.
soit par la création de valeur, en s'inscrivant, par exemple, dans le cadre des marchés de carbone et autres. Donc, de voir un peu au niveau notamment par une analyse coût-bénéfice aussi, comment ces projets-là peuvent venir s'inscrire au niveau économique. Au Québec aussi, il y a plusieurs considérations au niveau légal. Par exemple, au niveau de la conservation par rapport à la protection du territoire agricole. Comme c'était mentionné plus tôt aujourd'hui, là, il y a vraiment une forte intention de protéger les terres agricoles ici au Québec, et c'est très bien, mais il faut essayer de voir aussi comment ça peut s'arrimer avec des objectifs de conservation, notamment par exemple par l'entremise de servitudes ou autres outils facilitants pour ce type de projet-là pour les producteurs qui souhaitent y participer, à aller de l'avant. On étudie également les dynamiques sociales, et il y a quand même plusieurs études là, qui documentent ça, mais afin de voir un peu quelles sont les dynamiques, les freins, les enjeux, les pistes de solutions qui peuvent favoriser aussi la mise en place puis l'adoption à plus grande échelle de ce type d'initiative-là. On sait qu'il y a plusieurs freins à l'heure actuelle là, pour les producteurs de prendre part à ce type de projet-là, par exemple dans le cadre de subventions gouvernementales, que ce soit au niveau bureaucratique, la durée des programmes, les frais qui sont relatifs à l'entretien dans le temps, etc. Donc, c'est tous des éléments qu'on va venir étudier. Puis finalement, c'est d'identifier vraiment tous les paramètres techniques et scientifiques qui permettraient, comme je l'ai mentionné plus tôt, de répliquer à plus grande échelle ce type de projet-là. Quels sont tous les éléments qui favorisent en fait l'implantation des arbres, la survie, la croissance dans le temps et le meilleur potentiel, à la fois au niveau du bilan carbone, mais aussi au niveau de tous les autres co-bénéfices. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un projet qui est en cours en ce moment. On n'a pas les résultats finaux. C'est un projet qui devrait se terminer en 2025. Mais on risque d'avoir des résultats qui vont être très intéressants à ce niveau-là pour voir tout le potentiel de ce type de projet, puis les possibilités de mise à l'échelle au Québec et ailleurs. Merci beaucoup, Julie. Donc, des solutions existent au niveau communautaire, au niveau des groupements de producteurs, au niveau politique, et aussi au niveau de la recherche. On investigue plus comment mettre à l'échelle, comment financer. Donc, on va vous inviter à discuter en groupe autour des tables où vous êtes déjà assis en 20 minutes. On veut savoir un peu plus on veut vous entendre sur les opportunités, les défis, les compromis à envisager pour la mise à l'échelle. Également, quelles sont vos recommandations pour les politiques qui sont en charge de créer un environnement plus favorable pour mettre à l'échelle ces solutions. Donc, on veut vous entendre, avoir vos idées un petit peu, et on reviendra après 20 minutes dans une session plénière de questions-réponses. Merci. Donc, on va inviter aussi nos panélistes à rejoindre les tables de leur choix pour faciliter les discussions. Donc, question 1, quels sont les défis, les opportunités, les compromis à envisager pour la mise à l'échelle, grosso modo. Et la question 2, c'est plutôt vos recommandations pour les politiques. Donc, comment mettre, pour les politiques et les instruments, comment favoriser le plus possible un environnement qui va permettre de mettre à l'échelle ces solutions. Donc, on a aussi quelques sous-questions. Donc, si vous avez le temps, essayez de couvrir. Mais voilà, vraiment, je vous donne les deux grandes lignes là pour aller de l'avant. N'hésitez pas à désigner quelqu'un pour prendre quelques notes. Oui. Et aussi une personne qui va pouvoir restituer rapidement là, lorsqu'on revient en plénière. Parfait. Donc, on va faire le retour en séance. Parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié les échanges. On va faire la restitution. Donc, on vous avait demandé de désigner un valeureux représentant par table, et on va lui demander le défi de résumer 25 minutes de discussion en 1 à 2 messages clés. 1 ou 2. Donc, est-ce qu'il y a une table qui veut se porter volontaire? Ah, go! Non, mais pendant que c'est chaud dans ma tête.
Ben nous, c'est allé là, vraiment dans plusieurs directions, mais on est même retourné dans l'époque de la Grèce antique avec les chevals de Troie. Donc, pour vous dire comment ça a été profond dans notre discussion, mais en fait, je peux peut-être partir de cette anecdote-là. Dans le fond, c'était pour parler de la biodiversité puis de l'intérêt de ce partage du risque dans la biodiversité. Donc, de voir la biodiversité comme, en fait, d'utiliser le changement climatique un peu comme un cheval de Troie pour intégrer la biodiversité dans cette grande thématique-là, puis d'intéresser les gens, intéresser les producteurs, intéresser éventuellement des investisseurs dans la thématique de la biodiversité. Puis un des éléments, ou en fait, parmi les éléments qui ont été discutés, évidemment, la question du financement est revenue à plusieurs reprises. Donc, comment assurer le financement du risque que prennent les producteurs et productrices dans l'amélioration, dans les changements de pratiques. Puis un consensus qui semblait se dégager du groupe, c'était qu'il y ait un partage de ce risque-là et que ça vienne pas juste de l'État, ça peut venir de l'État dans certains projets pilotes, dans certaines interventions pilotes, mais qu'après ça, le financement soit partagé à travers différents acteurs, que ce soit à travers le marché, que ce soit à travers des mécanismes de taxation qui pourraient venir appuyer les producteurs à réduire le risque, qui sont, eux, souvent les premiers sur la ligne de front, la ligne de mire, à prendre l'ensemble de ces risques-là. Donc, voilà, je me suis risqué moi-même à être le rapporteur. J'espère que j'ai bien fait ça. Merci, Hugo. Merci d'avoir brisé la glace. Donc, on peut passer à la table suivante. Ah, on a un autre volontaire. Ah ouais, parti. OK. Oui, allez-y. Oui. Ben, ça va être un peu plus bref, là, mais de notre côté, il y avait un consensus quand même dans le même sens au niveau des défis qui étaient quant à la durée puis surtout la pérennité des financements. Là, je pense que c'est un gros problème. Puis au niveau des recommandations, c'est quand même difficile d'arriver avec des choses concrètes qu'on peut mettre en œuvre, mais on a discuté de trouver des financements en dehors des lobbies. Merci beaucoup. Message très clair. Donc, la table suivante, je peux aller derrière? Oui, un volontaire derrière. Allez-y. Il marche-tu? Oui. Oui. En fait, on a discuté d'un paquet de choses, dont... non, on n'est pas remonté jusqu'au cheval de Troie. On a au niveau des défis, on revient un petit peu avec les coûts et des actions favorisant la biodiversité. Ça ne peut pas être sur le dos de seulement les producteurs. Donc, un petit peu dans la lignée de l'intervenant précédent, il faut vraiment que ça soit partagé avec plein d'organismes, incluant l'État, etc. Parce qu'on avait souligné aussi qu'il y a certaines actions qui sont à coût nul pour le producteur. C'est probablement par ceux-là qu'on devrait commencer parce que c'est un petit peu plus facile à vendre comme action, mais ce n'est pas toutes les actions qui sont à coût nul ou qui apportent des bénéfices aux producteurs. Donc, il faut absolument avoir l'intervention de Dieu sait où, là, mais faut que peut-être qu'il y aurait des philanthropes aussi qui seraient intéressés à mettre de l'argent dans ce genre de projet-là, et ce serait très bien. Et au niveau des compromis, ben, il faut impliquer toute la population, l'État, les promoteurs immobiliers, bref, tout le monde. Et l'étalement urbain est un obstacle. Et dans l'assurance agricole, les défis se trouvent dans le caractère assez pauvre des producteurs pour pouvoir prétendre à une assurance dans certains pays. Au Québec, au Canada, les fermes de proximité, oui, c'est vrai. Mais on le voyait moins ici, mais ça existe un peu partout à différents niveaux. Merci beaucoup. C'est des très bons compléments. On commence à avoir des liens entre les différentes discussions. On peut passer peut-être à la table derrière ou avoir ici? OK, parfait. OK. Donc, pour la première question, dans le fond, les deux éléments qui sont ressortis, c'est une continuité
au niveau des projets, donc notamment au niveau du financement, comme ça a déjà été mentionné. Là, souvent, il y a des projets qui sont sur des durées de 3 ans, ce qui ne permet pas là, de pouvoir s'inscrire dans la durée puis dans la pérennité de ces projets-là, mais aussi pour pouvoir capitaliser puis faire un peu de la rétroaction, là, en fait, sur des pratiques ou des initiatives qui sont mises en place, pouvoir étudier réellement les résultats, les retombées, puis capitaliser ensuite sur ces données-là. Puis aussi sur l'importance de pouvoir impliquer aussi tous les acteurs dans les discussions. Ça a été mentionné là, qu'il y a parfois certains acteurs qui peuvent être marginalisés dans le cadre de certaines discussions. Donc, vraiment de pouvoir bénéficier là, de toutes les expertises, que ce soit au niveau pratique sur le terrain ou au niveau plus scientifique, gouvernemental et autres, que tout le monde puisse se mettre ensemble pour capitaliser sur ça. Puis, pour le deuxième élément, bien, il y a différents éléments qui ont été mentionnés, mais notamment le fait qu'il y ait un accompagnement du service conseil de la formation concrète pour les producteurs pour pouvoir faire atterrir ces instruments et ces politiques-là, les cibles qui sont visées notamment à l'international, mais aussi, comme ça a déjà été mentionné, je pense le fait qu'il y ait des bénéfices aussi concrets pour les producteurs aussi qui sont souvent mis à profit là, pour réaliser ces différentes initiatives-là. Donc, je dirais que c'est pas mal les éléments qui sont ressortis. Merci. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, là, beaucoup de pérennité, implication des parties prenantes, avoir des bénéfices concrets. Donc, on voit qu'on a échangé beaucoup sur des idées similaires. On va poursuivre au fond. Allô, oui, allô? Mélanie? Oui, je peux y aller. Bon, nous aussi, on a beaucoup discuté. Ça allait dans tous les sens, mais super intéressant. On a parlé, entre autres, du programme ALUS au Québec. J'ai aimé le résumé. On cultive la nature. Donc, c'est des projets qui favorisent la biodiversité, visite de ferme, bandes riveraines, protection des oiseaux, etc. Avec un paiement annuel là, émis aux producteurs. Ils fournissent aussi l'entretien. Fait que c'est des incitatifs vraiment intéressants pour les producteurs, qui sont au cœur là, des décisions aussi. C'est eux qui décident des priorités des projets. On a aussi parlé des clubs conseils, donc des services conseils agricoles. On a dit que ça n'a pas de prix, c'est essentiel. Ce qui est vraiment apprécié par rapport à ça au Québec, en tout cas, c'est que c'est des services qui sont non liés. On n'a rien à vendre. On est vraiment là pour donner des conseils pour la production. On a aussi discuté d'un exemple d'Haïti que je trouvais intéressant. En fait, ils forment de jeunes ambassadeurs qui, eux, ensuite, vont accompagner des agriculteurs à adopter des bonnes pratiques, mettre sur pied des coopératives, aussi des initiatives en transformation. Ça a déjà été mis à l'échelle dans d'autres départements, donc on voit que ça fonctionne, qu'il y a vraiment un bon potentiel. Puis on a aussi mentionné que l'État ne sait rien de tout ça. Donc, c'est vraiment des initiatives locales qui ont pris naissance dans les communautés. On parlait des combits. Ça m'a fait penser aux corvées dans les villages au Québec. En fait, on sonne la cloche ou on fait un appel, puis les gens viennent. En fait, c'est un exemple de solidarité. Ils viennent faire des corvées en chantant, puis tout le monde met la main à la pâte. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ce genre d'exemple. Quoi d'autre? On a aussi un exemple du Bénin où là, on est en contexte culturel différent, où il y a les leaders traditionnels, spirituels qui... c'est une façon de protéger la forêt, en fait. Peut-être que mon camarade pourrait mieux expliquer que moi, mais on parle de fétiche aussi. Donc, les jeunes ou les personnes n'osent pas aller dans la forêt si tu n'as pas la permission. Donc, ça fait en sorte de protéger les forêts. Les gens sont moins enclins à les couper. Quoi d'autre? Il y avait beaucoup de choses. On a aussi, en terminant, on a parlé des assurances récoltes qui coûtent cher puis qui ne compensent pas non plus à la hauteur des dégâts. Puis on sait que ça ira pas en s'améliorant là, avec les changements climatiques. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus de dégâts. Donc, l'importance vraiment de peut-être améliorer les programmes d'assurance récolte. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup d'exemples concrets pour appuyer les discussions. Là, je m'excuse, la colonne devient un défi. Je pense qu'il y a un problème de micro aussi.
Allô, donc nous, on a principalement parlé de solidarité entre producteurs, donc de collaboration horizontale entre les producteurs. On parle de coopératives, syndicats, réseaux informels, laboratoires vivants, communautés de pratique, mentorat. L'importance de renouveler cette dynamique de solidarité entre les producteurs et que les instruments qui viennent soutenir cette dynamique de solidarité, à travers laquelle se partagent les bonnes pratiques agro-environnementales de préservation et de gestion de la biodiversité. Avec ces réseaux de solidarité qui sont renouvelés, on développe des instruments publics, collectifs, des services qui sont flexibles et adaptés au contexte local. On parle d'accompagnement technique des agronomes, des clubs conseils, de recherche et développement, d'assurance récolte. Donc solidarité, puis des services qui sont adaptés aux réseaux de solidarité existants. Merci. Je vais vous laisser continuer. Je vais vraiment... Ah oui, ici. Oui. Ah, vous m'entendez? Alors, nous, notre expression clé, c'était partir par la base, autant au niveau biophysique qu'humain. Donc, au niveau biophysique, on parlait de la santé des sols, donc la biodiversité dans les champs. Puis, au niveau humain, c'était bien évidemment partir avec les productrices et les producteurs agricoles, mais aussi tous ceux qui les accompagnent. On a parlé des clubs conseils, les agronomes, les OPV et ainsi de suite, au Québec. Puis, on s'était dit que souvent, ces personnes-là qui ont ce rôle-là de jouer d'intermédiaire et faire des compromis, comprendre les intérêts des productrices et producteurs agricoles, c'était souvent des femmes, autant en France qu'au Québec, que sûrement ailleurs. Donc, ça permettrait de répondre à toutes les questions en même temps. Merci. Merci beaucoup. Et la dernière table? Oui, au niveau de notre table, on a beaucoup discuté des contraintes au niveau, mais vraiment du terrain, c'est-à-dire au niveau local. Et donc, on est sorti avec la proposition que les politiques doivent partir du terrain, donc des producteurs et des problématiques des producteurs, avant que ce soit à l'échelle nationale, parce qu'il faut aussi tenir compte des besoins des communautaires, puisque les différentes communautés dans certains pays, notamment les pays de la région Afrique, ne sont pas les mêmes. Donc, il faudra tenir compte de ces problématiques, des besoins et des contraintes. Nous avons aussi parlé pour la concrétisation de tout ce qui est politique à l'échelle globale, où il y a des appuis financiers de la part d'organisations partenaires internationaux, mais qui souvent trouvent des difficultés à vraiment arriver à la cible. Et donc, il y a des propositions de continuer à s'organiser en association pour pouvoir bénéficier de financement directement, donc sans passer par les intermédiaires ou sans passer par les différents départements qui vont diluer un petit peu la concrétisation donc, dans le temps, et aussi encourager la capacity building, le renforcement de capacité pour répondre aux appels à projets internationaux et donc passer déjà tout ce qui est lourdeur et paperasse administrative et être dans la concrétisation. Il y a aussi nous avons aussi discuté d'autres choses. Pardon. Prendre en compte certains critères d'éco-conditionnalité dans une mesure incitative pour des initiatives. On a quand même insisté aussi sur le fait que c'est une solution, mais qui devrait être mesurée et suivie de manière presque constante parce que les mêmes conditions avec les changements climatiques et tout le reste ont tendance à évoluer rapidement. Donc, voilà. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup. Puis ne vous inquiétez pas, la période de restitution était un résumé. Là. On remercie tout le monde qui a contribué à une prise de notes très détaillée que nous allons avoir l'honneur
de restituer et qui va servir à bonifier la feuille de route et les conclusions de l'événement. Donc, on vous remercie pour avoir contribué à cet effort et à ces discussions-là. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à nos panélistes qui ont aussi pris des notes très détaillées. C'est ça. Est-ce qu'on les invite à... Parfait. Donc, on va prendre on a encore un peu de temps, 5 minutes. On va le prendre pour des questions. Donc, s'il y avait des questions, des commentaires pour les panélistes sur les exemples, vous pouvez lever la main et je crois qu'il y a quelques micros dans la salle et on pourra offrir aux panélistes de prendre le temps de répondre. Je pense que le micro fonctionne. OK, super. Merci beaucoup. En fait, moi, ma question, en fait, s'adresse je pense, à M. Ba. C'est bien ça, hein, M. Ba? OK. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à l'adoption des pratiques agro-environnementales par les producteurs. Et dans le cadre, en fait, de votre intervention, vous avez parlé justement de ce que vous faites comme renforcement de capacité avec les producteurs au Sénégal. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des freins majeurs, justement, à leur appropriation, en fait, des pratiques, en fait, que vous leur transmettiez. Et puis, ces freins-là étaient généralement de quel ordre, en fait? Voilà. Merci. Ah, je sais pas. Ça marche. Voilà. Oui, merci beaucoup. Les principaux freins auxquels on a été confrontés, c'est d'abord l'analphabétisme des populations, des communautés locales, parce qu'on travaille en milieu rural et souvent il y a un problème de non-étude qui est posé et ça pose parfois les itinéraires techniques sur lesquels on a travaillé, ça a été fait à partir des instituts de recherche, des universitaires. Et après, maintenant, il faut tout vulgariser, traduire ça en langue nationale. Et dans la région où nous sommes, en Casamance, il y a beaucoup de langues nationales qu'il faut. Donc, ça, c'est un des freins majeurs vraiment auxquels nous avons été confrontés. Également, il y a aussi, si on prend l'aspect, on travaille beaucoup plus avec aussi les femmes. Et leur occupation dans la vie, leur occupation dans la gestion des ménages dans ces zones-là est aussi un problème qu'il faut prendre en compte quand tu veux travailler dans ce contexte-là. Merci beaucoup, Abou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tous derrière la colonne, désolée. Merci. Moi, j'aimerais savoir comment ces itinéraires climato-intelligents, comment vous les avez conçus, d'abord, sur le plan expérimental, et ensuite, comment vous avez fait pour les faire accepter. Et ensuite, est-ce qu'ils ont permis aux exploitations de faire face au risque de type nouveau, qui est un risque systémique. Vous savez, le réchauffement du climat, le risque climatique est un risque systémique. Et vous semblez faire cohabiter le traitement catégoriel du risque, de l'assurance, avec un traitement qui tend vers un traitement de solidarité horizontale entre les agriculteurs. Est-ce que c'est un kitsch, disons, accidentel, ou bien est-ce que c'est un choix, disons, stratégique, raisonné? Merci. Sacrée question. Hein? Bon, je dirais, la manière dont les itinéraires techniques ont été étudiés, déjà au Sénégal, il y a l'Institut sénégalais de recherche agronomique, qui est vraiment l'institut reconnu et dédié pour l'État du Sénégal pour faire tout ce qui est itinéraire technique au Sénégal. Sauf qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'interventions d'organisations non gouvernementales, de centres de recherche qui viennent du CIRAT, des Français, des Canadiens, des Américains. Chacun vient avec ses propres itinéraires techniques et avec ses propres instituts agronomiques tropicaux pour instrumenter. Donc le but, c'était d'abord, il y avait dans toutes les régions, il y avait des cadres de consultation qui regroupaient tous ces acteurs de développement rural. Maintenant, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recherche documentaire pour identifier
toutes les organisations qui interviennent et leur type de dictionnaire qu'ils proposent. Une fois que c'est fait, on a calqué ça avec ce que propose l'Institut sénégalais de recherche agronomique. Et maintenant, l'expérimentation faite par l'Institut sénégalais de recherche agronomique dans ces laboratoires a permis d'aller avec les populations jusqu'à identifier ça. C'est un type de dictionnaire technique climato-intelligent adapté à la région dans laquelle nous sommes. Par contre, vous l'avez dit, ce n'est pas qu'on a un dictionnaire technique climato-intelligent qu'on va réussir. Il y a aussi la pratique tous les jours. C'est pour ça qu'on a accompagné ça des formations dans les champs écoles qui permettent maintenant, c'est pas, on n'a pas 100%, on va dire 100%, on est sûr qu'ils vont faire, mais une fois que c'est intéressant pour le producteur c'est quelqu'un de très intelligent, une fois que ça lui rapporte, il va adopter ce type de pratique-là. L'autre question... Non, pas encore. On est juste à 3 ans de projet. On ne peut pas, pour l'instant, sortir des données factuelles pour aller vers cette généralisation-là. Merci. Il reste 1 minute. Peut-être une dernière question? Oui. Peut-être vous pouvez aller au micro. Merci. En fait, je voudrais poser la question à la dame, la représentante de UPA. En fait, j'ai bien suivi sa présentation. Elle parle souvent de compost au Sénégal. On sait bien qu'au Sénégal, pour faire le compost, il faut de l'eau. Il faut également qu'il y ait une matière organique disponible et en même temps la pénibilité. Vu que c'est une technique qui est longuement pratiquée au Sénégal et que l'adoption pose des problèmes, comment vous avez fait pour arriver à faire de telle sorte que les populations arrivent à l'adopter? Merci. Allô, allô, oui, ça prend un petit délai. Vous avez tout à fait raison. On utilise des techniques au Sénégal qui est principalement du compostage en fosse. Donc, c'est vrai au niveau de la pénibilité au démarrage. La première fois qu'on débute le compostage, il faut creuser la fosse. Mais souvent, les producteurs se mettaient ensemble, creusaient ensemble. Puis une fois que la fosse est construite, on fait des couches de matière organique. Ça a été quand même relativement facile de trouver les matières dans la communauté, dans le village. Tout le monde s'entraidait. C'est des résidus de récolte, c'est des fientes d'animaux, les recettes typiques de compostage. Ça a été relativement facile de trouver les matières. Puis avec le compostage en fosse, en fait, pourquoi ils font ça comme ça au Sénégal? C'est surtout justement à cause de la rareté de l'eau. Donc, puisqu'on fait du compostage en fosse, ça permet vraiment de garder l'humidité, de ne pas perdre, que l'eau ne s'évapore pas finalement trop rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, je pense qu'on peut remercier chaleureusement Myriam, Julie, Abou, Yassina et Mélanie. Et merci à vous tous pour les discussions très intéressantes. Et sur cela clôt notre séance de fin de journée. Et je vous invite tous à vous diriger vers l'endroit où est-ce que vous avez déjeuné pour le cocktail pour les participants. Merci beaucoup.